Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. En général, à cette émission, je pointe du doigt ce qui ne va pas. Il faut le faire. En général, à cette émission, je critique nos dirigeants. Or, 9 fois sur 10, ils méritent d'être critiqués, ils méritent d'être réprimandés publiquement. Sauf que de temps en temps, surtout quand ça va mal, il vaut la peine, et c'est même une thérapie de s'arrêter et de porter un regard circulaire afin de trouver ne serait-ce qu'une petite chose qui fonctionne. Vous savez, quand on marche dans un désert, quand on se perd dans un désert, on est souvent, question de se donner espoir, en quête d'une petite plante qui pousse, en quête d'une source qui jaillit de nulle part. À sa vue, c'est-à-dire à la vue de cette plante, à la vue de cette source, on se dit, tiens, s'il y a une plante qui pousse, s'il y a une fleur qui éclot, s'il y a une source qui jaillit, je peux reprendre espoir que moi aussi je parviendrai à destination. Point n'est besoin de vous rappeler que tout va mal dans ce pays, mais tout va mal, de la politique à la vie sociale, de la sécurité à l'économie, tout va mal. Mais c'est mon travail en tant qu'éducateur, c'est mon travail en tant qu'influenceur de conduire vos regards, de canaliser votre énergie de temps en temps aussi vers ce qui marche. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Vous vous demandez, mais sûrement, de quoi va-t-il nous parler? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce chaos? Est-ce qu'il y a une plante qui pousse tout à coup et dont j'aurais fait la découverte? Oui, certaines fois, cette plante qui éclot, cette fleur
qui s'épanouit se trouve juste à côté de nous. Sauf qu'à force de garder l'attention, de tenir le focus sur ce qui ne va pas, on risque de perdre espoir car on néglige ce qui va. Eh bien, il y a au moins quelque chose qui va dans ce pays. Vous voulez savoir ce que c'est? Tenez, je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud. Nous allons parler aujourd'hui de la dernière cérémonie de graduation de l'UNIFA, l'Université Jean-Bertrand Aristide. Lors de cette cérémonie de collation de grade, c'est quand même 230 jeunes Haïtiens et Haïtiennes qui ont reçu leur parchemin, prêts à apporter leur pierre dans l'édification de cette Haïti après laquelle nous soupirons tous. Oui, il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, je vais tenter de maintenir votre attention sur ce petit point d'espoir. Si nous nous mettions tous à l'arroser, ce petit point-là, si nous nous mettions tous à l'aider à pousser, à grandir cette plante-là, oui, l'Haïti que nous espérons, l'Haïti dont nous rêvons, l'Haïti après laquelle nous soupirons tous, naîtra enfin. Alors, nous allons parler d'éducation et de la contribution de la Fondation Jean-Bertrand Aristide à l'éducation de notre jeunesse. Tenez, simplement dit. Restez là, je vous reviens après la pause, c'est convenu. À tout à l'heure. Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance qu'a frappé votre conscience aujourd'hui pour venir protécoller dans la renaissance de la nation haïtienne. Plan d'action, c'est un projet jardin agriculture dans 7 départements géographiques pays, ouest, centre, Atibonite, nord, Nip, sud, sud-est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 $ US. Participation par an, c'est by $1 par semaine, soit 52 $ par année, avec participation 1 million haïtiens, font ça capable de récolter pour la réussite de ce projet. Ça a un véritable cadeau pour 219e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement au projet SILA, on soit par contribution Paul, il est 908 560 2017. 908 560 2017. Ou capable de visiter tout site internet Opération Grâce for Haiti.us. Opération Grâce for Haiti.us. Ou capable de contribution online. Avant la pause, on s'était promis de fixer notre attention à l'émission d'aujourd'hui sur cette petite plante qui éclot. Et vers la fin de l'émission, je vais nous inviter à nourrir cette plante à notre façon, à l'encourager, à suivre cet exemple-là, à le reproduire. Car un pays, ce n'est pas seulement le gouvernement, un pays, ce ne sont pas seulement ses dirigeants. Un pays, c'est aussi sa société civile. Et de plus en plus aujourd'hui, un pays, ce ne sont pas seulement ceux qui vivent à l'intérieur, mais ce sont aussi ceux qui vivent à l'extérieur. Et j'espère que mon appel à suivre l'exemple que je vais vous présenter sera entendu non seulement des Haïtiens du dedans, mais également des Haïtiens du dehors. Pour vous aider à bien apprécier l'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai l'obligation, en ma qualité d'historien, mais également en ma qualité d'analyste politique, et de quelqu'un qui prête attention à l'histoire politique de ce pays, j'ai l'obligation de vous rappeler quelques points saillants, quelques faits saillants, quelques constantes de l'histoire politique de notre pays. En général, nos chefs d'État meurent en exil, surtout
au XIXe siècle. Autrement, ils sont assassinés. À commencer par notre premier chef d'État, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le Grand, il a été assassiné. Après lui, le roi Henri-Christophe va se suicider. Jean-Pierre Boyer va mourir en exil à Paris. Et si nous suivons ainsi l'histoire politique de notre pays, nous n'avons pas chez nous l'habitude de chefs d'État qui travaillent à une transition pacifique du pouvoir, qui remettent l'écharpe présidentielle à leurs successeurs. Non. Généralement, il y a changement de gouvernement à la suite de ce qu'on appelle improprement révolution. Ce ne sont pas vraiment des révolutions, c'est tel homme politique, généralement tel soldat, tel militaire, qui s'autoproclame général, qui marche sur les lieux du pouvoir, qui renverse celui qui se trouvait jusque-là au palais, lequel part en exil, souvent, n'est-ce pas, dans la République voisine ou dans les pays d'alentour, ou alors qui vont tout simplement sur un autre continent, en France, comme cela a souvent été le cas de notre histoire. Ça, c'est une constante dans notre histoire politique 2 fois centenaire maintenant. Une deuxième constante dans l'histoire politique de ce pays, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir des chefs d'État se côtoyer pacifiquement. Nous n'avons pas cette culture au sein de laquelle ou à la faveur de laquelle d'anciens chefs d'État, d'anciens chefs de gouvernement se réunissent dans une espèce de club, dans une espèce de, je ne sais pas moi, d'entité formelle ou informelle où ils réfléchissent à l'avenir du pays. Pourquoi? Parce que l'éducation que nous avons reçue est souvent une éducation dans laquelle on doit combattre l'autre. C'est une culture dans laquelle je dois pousser le derrière de l'autre pour que je prenne sa place, le haut de toi que je m'y mette. Et quand je le remplace, je ne fais pas nécessairement mieux, mais il fallait que je sois là. Quand l'autre était là, je ne collaborais pas pour qu'il réussisse son mandat. Je l'épiais, je grenouillais, je magouillais et je faisais tout pour le faire tomber. Et quand moi je parviens au pouvoir, je ne fais guère mieux. Et donc nous n'avons pas cette habitude qui consiste à avoir d'anciens chefs d'État, d'anciens chefs de gouvernement se réunir, n'est-ce pas, au sein d'une institution, au sein d'un club, disais-je, comme on le voit dans d'autres pays, pour réfléchir à l'avenir de notre nation. Non. Mais pire, et ça c'est important, nous n'avons pas l'habitude de voir d'anciens chefs d'État qui pour la plupart, pas tous heureusement, qui pour la plupart se sont enrichis dans la corruption, par la corruption, qui pour la plupart ont dilapidé des fonds publics. Nous n'avons pas l'habitude de voir ces mêmes chefs d'État investir dans le pays. Un simple regard sur nos derniers chefs d'État, sur la vie de nos derniers chefs d'État, un simple regard, dis-je, finira par nous convaincre si nous étions encore sceptiques. Regardez comment, pour commencer avec Jean-Claude Duvalier, exemple. Jean-Claude Duvalier est parti le 7 février 86, et dès son arrivée, n'est-ce pas, en France, il a commencé par faire l'acquisition folle de châteaux. De châteaux qu'il ne pouvait pas entretenir, et il va finir par se ruiner. Et c'était tellement touchant, mais cela m'envoyait une leçon de vie extraordinaire. Voilà un homme qui menait une vie de roi,
en Haïti et qui, pendant les premières années de son exil à Paris, continuait de mener une vie, ma foi, de pacha, mais qui a fini par se ruiner parce qu'il a investi non pas dans son pays, mais il a investi dans l'économie de l'ancien colon en France. Ça, c'est pour prendre l'exemple de Jean-Claude Duvalier. Et finalement, lorsque cet homme est rentré après le tremblement de terre en Haïti, on sait dans quelles conditions il est mort. Le pays ne disposait même pas d'un avion ambulance qui aurait pu venir le chercher là où il a eu sa crise pour l'amener à un hôpital. Il est mort là. Évidemment, maintenant qu'il est mort, ce n'est pas le moment de cracher sur son cadavre, mais c'est mon travail en tant qu'historien, c'est mon travail en tant qu'analyste politique, c'est mon travail surtout en tant que pédagogue, de tirer des leçons de la vie de nos chefs d'État. Jean-Claude Duvalier est parti en 86, il a été remplacé, comme on le sait, par des militaires, mais quand on voit où ces gens-là ont investi l'argent du pays qu'ils ont détourné, l'argent du pays qu'ils ont volé, ce n'est sûrement pas en Haïti. Henri Namphy, pour ne citer que lui, est mort où? En République dominicaine. Ces investissements étaient faits où? En République dominicaine. Prosper Avril, qui vit encore, ne fait pas d'investissement dans ce pays. Citez-moi une entreprise, citez-moi une école, citez-moi, ma foi, une compagnie que Prosper Avril a fondée à partir de ses propres investissements. S'il vous plaît, épargnez-moi ce refrain naïf, à savoir qu'il n'a pas d'argent ou bien qu'il n'en a jamais eu. Non, Prosper Avril, comme la plupart de ceux qui l'ont précédé, comme la plupart de ceux qui l'ont suivi, lui aussi, a détourné des fonds publics. Mais citez-moi une seule entreprise qu'il ait fondée dans ce pays et qui pourrait être une illustration de son investissement dans notre pays. Aucune. Michel Martelly, pour faire un grand saut. Mais avant Michel Martelly, n'est-ce pas, parlons de René Préval. S'il vous plaît, épargnez-moi ce langage, encore une fois naïf, ce langage d'un René Préval tellement angélique qu'il ne serait pas impliqué dans des manœuvres de détournement de faux. On le sait, que sa femme, en tout cas, a souvent confondu la cassette de la nation avec sa cassette personnelle, mais où a-t-elle investi? À Miami. C'est là qu'elle a acheté une maison au comptant. Quels sont ses investissements dans l'Haïti d'aujourd'hui? Je n'en connais point. Alors là, on va faire un grand saut. Michel Martelly. L'équipe PHTK est connue pour, n'est-ce pas, pour son laxisme, mais surtout pour son goût pour la corruption. Je ne vais sûrement pas exagérer en qualifiant ce régime-là littéralement d'un régime de kleptocrate. Ça veut dire un régime qui dirige par le vol. Mais encore pire, c'est un régime kleptomane. C'est des gens qui prennent plaisir à voler. Du failli qu'il était en Floride, Michel Martelly est devenu extrêmement riche. Mais connaissez-vous ouvertement, bien sûr, qu'il a acheté des actions dans des compagnies de Bidjo, il est devenu copartenaire de Bidjo, n'est-ce pas, dans des investissements qui consacrent, qui blanchissent, si vous voulez, les détournements de fonds publics, mais l'argent, le gros de l'argent de Michel Martelly se trouve où? En Floride. Il se trouve dans des comptes offshore avec Laurent Lamotte. Vous vous souvenez, j'avais même consacré une émission à cela. Lorsque les Pandora Papers sont sortis il y a quelques années, eh bien, on nous parlait
de Laurent Lamotte, on nous parlait de Michel Martelly, on nous parlait de Bidjo, n'est-ce pas? Ces gens-là qui investissent leur argent dans des comptes offshore. Mais oublions Bidjo pour l'instant. Je ne veux pas tellement garder le focus aujourd'hui sur les hommes et les femmes d'affaires, je veux parler de nos dirigeants. Michel Martelly investit son argent en Floride, il investit son argent aux États-Unis, il investit son argent, n'est-ce pas, dans des comptes offshore, quand ce n'est pas tout simplement en République dominicaine. Laurent Lamotte investit son argent ailleurs, puisque son nom figure aussi dans les papiers, dans les Pandora Papers. Il investit aux États-Unis. Jusqu'aux dernières nouvelles, il avait fait des investissements en Afrique du Sud notamment. Mais quels sont ces investissements en Haïti? Je n'en connais point, à moins que ce soit des investissements qui se soient faits, si vous voulez, de manière secrète, auquel cas, ces investissements-là n'ont-ils aucun mérite pour moi? Josler Mepris-Vert, lui aussi était président pendant une année. Où sont ces investissements dans l'Haïti, sa nation? Non, je n'en connais pas. En tout cas, ce ne sont pas des investissements dont on parle qui visent la création de l'emploi, la création de la richesse pour enfin la redistribuer. En général, nos anciens chefs d'État, nos anciens chefs de gouvernement, j'aurais pu parler de Evans Paul, encore une fois, épargnez-moi ce discours naïf, ce discours angélique qui veut que Evans Paul ne se soit pas enrichi pendant les quelques mois qu'il a passé en tant que chef de gouvernement. Foutaise que tout cela. Evans Paul, lui aussi, s'est enrichi grâce à des détournements de fonds publics, mais parlez-moi d'un seul investissement de Evans Paul au pays. Donc, vous voyez, c'est une constante. Et autrefois, les Français, l'État français se moquait justement de ces Africains qui pillaient leur pays et qui allaient justement placer leur argent, l'argent volé au peuple, dans des comptes en Suisse. Toujours est-il que quand on fait ça, on commet un double crime. Non seulement on vole l'argent qui appartient à tout le monde, mais on prive le pays d'un investissement potentiel et on va enrichir nos pays ennemis, nos pays étrangers. Et je pourrais remonter ainsi le temps. Ce n'est point à dire que tous nos chefs d'État se soient enrichis, tous nos chefs d'État, n'est-ce pas, aient eu affaire dans la corruption, pas du tout. L'histoire semble retenir le nom d'Élie Lescaut, qui n'a pas détourné un seul sou public, qui n'a pas détourné une seule gourde, n'est-ce pas, publique, qui, au contraire, est mort pauvrement ici au Canada. Bien avant lui, Henri Christophe a légué ses biens personnels à la nation. Il a légué ses bateaux commerciaux personnels à l'État haïtien. Donc, il n'y a pas que de mauvais exemples, mais en général, nos chefs d'État se sont enrichis par la corruption et plutôt que d'investir dans le pays, ils ont choisi d'investir ailleurs. Et encore une fois, j'ai cité les exemples les plus connus, les exemples les plus sonores, et je vous laisse le soin, n'est-ce pas, de combler, n'est-ce pas, les points vides avec des noms de présidents qui vous sautent comme ça à l'esprit, puisqu'encore une fois, ce n'est pas un cours d'histoire des diverses présidences du pays que je fais, je veux attirer votre attention sur quelque chose de beau. Ne l'oublions pas. Alors, c'est dans ce contexte de gaspillage, dans ce contexte de corruption, dans ce contexte d'investissement en terre étrangère, savez-vous qu'il y a parmi nos anciens chefs d'État qui investissent dans des chaînes d'hôtels en France? Alors qu'en Haïti, on n'a même pas l'équivalent de 10 bons hôtels, n'est-ce pas, à Port-au-Prince, pour ne citer que ces exemples-là. Je veux dire des hôtels avec des standards internationaux. Et pourtant, cet ancien chef d'État investit dans des chaînes d'hôtels en France. Mais bon,
Je vous avais promis aujourd'hui de vous parler de quelque chose de positif. C'est dans ce contexte-là que Jean-Bertrand Aristide, qui a lui aussi, n'est-ce pas, commis ce fameux péché qui devient un péché national s'agissant des politiciens haïtiens, qui lui aussi a trempé dans des détournements de fonds, qui lui aussi a trempé dans des histoires de corruption. On ne va pas se raconter des histoires, mais c'est dans ce contexte-là que Jean-Bertrand Aristide, à son retour d'exil, va choisir, contrairement à ses prédécesseurs, d'investir dans son pays, et il va choisir d'investir dans le secteur le plus utile au pays. En tout cas, depuis que je lis sur l'histoire d'Haïti, depuis que je suis l'actualité politique haïtienne, je ne connais pas, avant Jean-Bertrand Aristide, un seul chef d'État qui, après son mandat, ait choisi de revenir dans ce pays, ou s'il ne l'a jamais laissé, ait choisi d'investir dans ce pays de manière à aider à un meilleur avenir. Bonne nouvelle, toute émission Lumière sur le monde, ensemble avec émission En parler pour nous avancer, yo konye sous podcast. Ça veut dire que pendant qu'on travaille, pendant qu'on a machine, ou pendant qu'on fait coursou, sous cellulaire, sous tablette, ou qu'à continuer à écouter émission yo sans qu'on pas arrêter camper devant ordinateur parce que désormais yo sous podcast. Vous trouvez yo sous Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et sous toute l'autre plateforme qui baille podcast yo. Son gros nouvelle, désormais ou qu'à écouter émission Lumière sur le monde ensemble avec émission En parler pour nous avancer en podcast. Kembela, n'avance. Michel Martelly vit encore. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent volé? On va en parler. Laurent Lamotte vit encore. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent de Petro-Caribé? Josler Privert vit encore. En quoi investit-il dans ce pays? Prosper Avril vit encore. Qu'est-ce qu'il fait en termes d'investissement dans ce pays? Et je pourrais citer le nom d'autres chefs de gouvernement, mais encore une fois, on va se concentrer sur cette bonne œuvre-là de Jean-Bertrand Aristide. Mais je sais, dès que je cite son nom, il y en a qui ont des boutons là. Pourquoi? Parce que Jean-Bertrand Aristide, c'est un homme controversé. Certains vont mettre l'emphase sur ses erreurs incontestables, ses erreurs critiquables. D'autres vont être fanatisés comme s'il était un saint. Et nous, notre travail, c'est d'éviter de sombrer dans l'hagiographie comme si Jean-Bertrand Aristide était un saint. Mais c'est d'éviter aussi de sombrer dans des pamphlets, dans un style pamphlétaire, comme s'il n'avait que tout mal. Or, aujourd'hui, je vais me servir de son œuvre pour nous inviter, vous et moi, à reproduire cet exemple-là afin d'édifier une nouvelle Haïti. Jean-Bertrand Aristide est rentré en Haïti, vous le savez, après le tremblement de terre. Et dès 2001, c'est-à-dire une dizaine d'années après son retour, il a lancé ce qu'on appelle l'université de la Fondation Aristide. Et au dire de tout le monde, n'est-ce pas, c'est une université qui fait une bonne œuvre, c'est une université dont la qualité de l'enseignement, n'est-ce pas, ne laisse pas à désirer, mais c'est une université qui, depuis 5 ans maintenant, contribue à doter Haïti de jeunes haïtiennes et haïtiens diplômés dans des secteurs de pointe. Dimanche dernier, l'UNIFA, l'université de la Fondation Jean-Bertrand Aristide, a eu sa 5e collation de grade. Et lors de cette cérémonie, ce sont 230 jeunes haïtiennes et haïtiens qui ont reçu leur parchemin en médecine
en odontologie, dans les sciences infirmières, dans les sciences de réhabilitation, dans le génie de l'architecture, dans les sciences économiques, dans les sciences administratives. C'est déjà la 5e cérémonie de collation de grade. Et si au cours de ces 5, n'est-ce pas, cérémonies de collation de grade, eh bien, c'est environ 230 jeunes qui ont reçu leur parchemin, n'est-ce pas, dans ces secteurs d'avant-garde, c'est quand même plus de 1000 diplômés que cette université offre à l'Haïti de demain. Évidemment, on va se poser la question, est-ce qu'ils vont rester? Ça, on se posera cette question tout à l'heure. Mais concentrons-nous sur la beauté de l'œuvre. Concentrons-nous sur la noblesse de l'œuvre. Vous savez, l'école, malheureusement, l'école coloniale haïtienne ne nous a pas appris à marquer un temps d'arrêt pour apprécier ce que fait l'autre. Ah, on est prompt à critiquer, on est prompt à dire ce qu'il a fait de mal, et il en a fait des choses de mal. Mais quand vient le moment de dire, écoutez, mettons bas les armes, prenons une pause pour apprécier la noblesse, pour apprécier la grandeur de l'œuvre que cet homme est en train d'accomplir, il y en a qui préfèrent tourner le regard, il y en a qui préfèrent fermer leur poste de radio, leur poste de télévision, parce qu'on ne nous a pas appris à apprécier ce que l'autre fait de bon, ce que l'autre fait de grand. L'école coloniale dans laquelle nous sommes passés nous a plutôt dressé à dire si c'est pas moi qui fais, il n'est pas bon. Si c'est pas moi qui t'ai dit, il n'est pas bon. Si c'est pas moi qui t'ai commencé, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui dans ce chaos, c'est entre autres l'effet de cette école coloniale qui ne nous a jamais appris à faire une œuvre commune. J'aime à le dire, et ça devient presque quelque chose de redondant à cette émission, j'ai fait toutes mes études de la maternelle jusqu'à la fin de mes études secondaires classiques en Haïti, jamais n'ai-je accompli un travail d'équipe. On n'a jamais, de la maternelle jusqu'à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la terminale, jamais ne nous a-t-on demandé de faire un travail à 2, un travail à 3. Au contraire, c'était la compétition. Il fallait avoir la meilleure note que l'autre. Et si l'autre me posait une question, je le dénonçais auprès du prof. Et quand on est élevé dans cette mentalité-là, on finit par ne plus être capable d'apprécier ce que fait l'autre. Au contraire, on tente à détruire ce que fait l'autre pour que l'histoire ne retienne pas son nom. On tend à monter en épingle ce que fait l'autre, ce qu'il a fait de mal, pour qu'on ne se souvienne pas de ce qu'il accomplit de noble, de ce qu'il accomplit de grand. Eh bien, ce matin, je vous invite à oublier ce que le régime Lavalas a commis en termes d'erreurs, ce que le régime Lavalas, n'est-ce pas, a raté en tant que moment historique de notre nation. Je vous invite à vous concentrer sur cette belle œuvre. Une université grâce à laquelle plus de 230 jeunes graduent année après année depuis 5 ans dans des secteurs d'avant-garde, dans des secteurs de pointe. Si chacun de nos anciens premiers ministres, si chacun de nos anciens présidents faisait ce que Jean-Bertrand Aristide est en train de faire là, Haïti serait beaucoup, en tout cas la situation de la population haïtienne se serait améliorée de beaucoup. Pour vous aider à mieux apprécier ce que fait l'UNIFA, vous savez, moi, quand j'ai fini mes études secondaires classiques en Haïti, promotion de 88-89, vous savez, il y avait une seule école de médecine accréditée pour tout le pays, une seule. Et vous savez quelle était la capacité d'accueil de cette école de médecine? 150 places. Vous voyez l'ironie?
Et cette école de médecine n'est même pas une œuvre haïtienne, c'est une école de médecine qui a été fondée pendant l'occupation américaine de 1915 à 1934. Donc, nous l'avons reçue en héritage. Et jusqu'à mon départ d'Haïti, cette seule faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti n'avait qu'une capacité d'accueil de 150 étudiants. Prenez besoin de vous dire que sur ces 150 étudiants, il y en avait, bon Dieu, peut-être une bonne cinquantaine, peut-être même plus, qui étaient admis ex officio, parce qu'ils avaient le bon contact, parce qu'ils avaient le bon parrain. Tel officier de police imposait, tel officier de l'armée imposait, n'est-ce pas, son poulain, tel ministre imposait tel autre, telle maîtresse de tel ministre, n'est-ce pas, voulait que son fils ou sa fille soit admis ou admise d'office. Et donc, il n'y avait qu'une petite poignée d'étudiants qui étaient admis vraiment sur la base de leur mérite. C'est ça le portrait de notre pays. Une seule faculté de médecine, une seule faculté des sciences. C'était quoi sa capacité d'accueil? Sûrement pas plus que 100 ou 150. Une seule faculté d'agronomie. Donc ne vous posez plus la question pourquoi Haïti accuse un tel retard en matière de l'éducation de son peuple. C'est parce que les dirigeants de ce pays, c'est parce que ceux qui ont été élevés en dignité dans ce pays n'ont jamais fait de l'éducation la priorité de la population haïtienne. Juste à côté de nous, on a Cuba. D'abord, à Cuba, l'éducation est gratuite de la maternelle jusqu'à l'université. Chez nous, il faut payer. Même si sur le papier, dans notre constitution, on dit que l'éducation doit être gratuite, mais ce n'est pas vrai. Puisque jusqu'à 80 à 85% des écoles sont gérées par le secteur privé. Ce sont des individus qui créent des écoles et donc qui chargent les parents. Donc l'État s'est toujours retiré de l'éducation. Ce n'est pas normal que plus de 200 ans après notre indépendance, on accuse encore quelque chose comme 55 à 57, voire 60% d'analphabètes. Et pourtant, on a soi-disant un ministère d'éducation qui devrait s'occuper d'alphabétisation. On reçoit toutes sortes de subventions de l'étranger pour aider à alphabétiser notre peuple. Foutaise que tout cela. Prétexte pour détourner de l'argent. Et pourtant, juste à côté de nous, à Cuba, j'aime à le rappeler, lorsque les frères Castro sont parvenus au pouvoir en 1959, il y avait environ 30% de la population cubaine qui ne savait ni lire ni écrire, essentiellement les gens qui vivaient en campagne. En 2 ans, n'est-ce pas, comme j'aime à le répéter, en 2 ans, Castro a alphabétisé toute la population, en sorte qu'aujourd'hui, Cuba compte parmi les pays les plus alphabétisés. Cuba compte parmi les pays, n'est-ce pas, qui offrent une école de médecine très respectable, qui fait l'envie des pays dits développés, alors que nous, à côté, on continue à se targuer d'être la première république noire. On continue à se targuer, n'est-ce pas, d'avoir conquis notre indépendance en 1804. Ce n'est pas rien, mais qu'avons-nous fait de cela? Quand quelqu'un est passé au pouvoir, que ce soit à titre de ministre, que ce soit à titre de député, que ce soit à titre de sénateur, et pire, à titre de président ou de premier ministre, il se précipite à s'enrichir pour faire dans le matu-vu, grosse maison, gros blindé, 5-6 maîtresses à entretenir avec femmes et enfants. Et il investit surtout son argent en République dominicaine, à Miami, parfois en France. Mais aucun investissement dans ce pays. Jean-Bertrand Aristide, dans ceci, accomplit une œuvre unique. Je ne le dis pas pour encenser l'homme, je ne le dis pas pour faire le culte de personnalité, mais je le dis parce que c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués en Haïti. Un ancien chef d'État qui investit dans l'éducation. Un ancien chef d'État qui revient
pas pour grenouiller afin de renverser notre gouvernement, qui revient et qui dit « Fine, désormais, je vais investir dans le secteur le plus rentable pour l'avenir de mon pays, je vais investir dans le secteur de l'éducation. » Je sais que les PHTKistes écoutent cette émission. Je sais qu'en général, un PHTKiste n'est pas doté de conscience, il n'est pas doté de sentiments patriotiques. Ce qui motive un PHTKiste, c'est la kleptomanie, s'enrichir par le vol. Mais, messieurs et dames, vous qui avez eu cette brillante idée, et je veux m'adresser à Laurent Lamotte personnellement, je sais qu'il m'écoute. Laurent Lamotte avait eu cette brillante idée de taxer la diaspora à hauteur de 1,50 $ sur chaque transfert d'argent qu'elle fait, cette diaspora, vers Haïti. Mais c'est une excellente idée, brillante intuition. Je l'ai toujours dit. L'idée de percevoir 1,50 $ sur chaque transfert que je fais pour ma cousine, pour un oncle, pour, n'est-ce pas, que sais-je encore, mais c'est une brillante idée. L'idée était d'autant plus belle que Laurent Lamotte avait promis que cet argent-là serait consacré à l'éducation pour payer les professeurs qui sont les parents pauvres en Haïti. Mais depuis 2011, que l'équipe PHTK est au pouvoir, depuis 2011 précisément, ça fait 12 ans que ces gens-là perçoivent sur chaque dollar que toi qui vis en Chili, sur chaque dollar que toi qui vis au Brésil, toi qui vis, n'est-ce pas, en terre étrangère, sur chaque dollar que tu envoies vers Haïti, l'équipe PHTK perçoit 1,50 $. Si on pose la question aujourd'hui à Ariel Henry, qu'est-ce qu'il en est de cet argent? Il ne vous le dira pas. Il ne le vous dira pas. C'est un argent qui est détourné. Michel Martelly, n'est-ce pas, en tire une partie. D'autres loups du régime PHTK, n'est-ce pas, volent le reste. En sorte que vous ne pouvez pas me dire, en 12 ans de régime, c'est la même chose pour les Duvalier. En 12 ans de régime, PHTK, citez-moi une seule université qui a été fondée par ces gens-là. Et pourtant, c'est un régime qui a gaspillé les fonds publics. C'est un régime qui a détourné, n'est-ce pas, les fonds publics, beaucoup plus que les autres. Mais citez-moi une seule réalisation de ce régime en matière d'éducation. Aucune. C'est des gens qui aiment faire leur matu-vu en Floride, qui ont leur bateau personnel, qui offrent des maisons, bon Dieu, qui coûtent des millions à leur maîtresse. C'est des gens qui offrent, si vous voulez, des entreprises à leurs enfants qui n'ont jamais travaillé, suivez mon regard, mais c'est des investissements en terre étrangère. En Haïti, en ce moment, il n'y a même pas une salle de cinéma. Moi, quand je grandissais au Cap, dans les années 70, dans les années 80, il n'y avait pas moins de 5 ou 6 salles de cinéma. Le vendredi, on pouvait choisir d'aller à telle salle de cinéma. Le samedi, on allait à telle autre. Le dimanche après-midi, et je dis bien le dimanche après-midi, on allait à telle autre salle de cinéma. Mais en soirée, il fallait rentrer chez soi pour étudier. Nos leaders n'ont pas envoyé le message à la jeunesse que ce qui compte, c'est l'éducation. Voilà pourquoi, eh bien, quand ils volent notre argent, ils n'investissent pas dans l'éducation, ils n'investissent pas dans l'école. Et en ceci, le régime des Duvalier est encore plus coupable. Les Duvalier sont restés 29 ans au pouvoir. Une seule faculté de médecine. Dans un pays où 10 000 habitants n'ont même pas accès à une infirmière, voire à un auxiliaire de santé. 29 ans au pouvoir, une seule école de médecine avec une capacité d'accueil de 150 élèves. Une seule faculté d'agronomie dans un pays qui est à vocation
agricole. Bon Dieu. Mais il n'avait pas besoin de plus qu'une école de médecine, puisque quand le ministre était malade, ils pouvaient se rendre à Paris. Quand ils devaient aller voir leur médecin, mais ils se rendaient au Canada, ils se rendaient en France. Messieurs et dames, vous qui avez volé l'argent de ce pays, vous qui avez dilapidé les fonds de ce pays, vous qui avez détourné l'argent qui appartient à tout le monde, en attendant qu'il y ait un procès, car il faut qu'il y ait un jour un procès. Si vous daignez investir une partie de l'argent volé dans la construction d'universités, si vous daignez investir une partie de l'argent volé dans la construction de facultés d'agronomie, de facultés, je ne sais pas moi, de l'intelligence artificielle, etc. Au moins au moment où l'histoire vous jugera, on retiendra que oui, vous avez volé, vous avez beaucoup volé, vous avez détourné des fonds publics, vous l'avez fait, n'est-ce pas, ad nauseam, mais au moins, dans la ville où vous avez grandi, vous avez ouvert une école digne de ce nom. Dans la capitale où vous avez eu votre ministère, vous avez offert à la jeunesse haïtienne une faculté, je ne sais pas moi, d'agronomie, une faculté de sciences informatiques. C'est ça le patriotisme. C'est ça investir dans l'humain. C'est ça investir dans l'avenir. Oui, tout va mal dans ce pays. Mais pour moi, c'était un moment de délice dimanche dernier. C'était une espèce de havre lorsque je regardais ces jeunes s'asseoir dans une salle en attendant de recevoir leur parchemin. Pour moi, ça rappelle, si vous voulez, le naufrage du Titanic. Le bateau est en train de sombrer, c'est vrai, mais waouh! Il y a des jeunes qui vont sûrement, qui ont reçu la compétence qu'il faut en tout cas. Et qui, si l'État haïtien les retient, ça c'est une autre question que je vais aborder d'ici à la fin de l'émission, que si l'État haïtien les retient, vont pouvoir contribuer véritablement à l'avenir de ce pays. Vous qui étiez sénateur, vous qui étiez député, vous qui étiez, je ne sais pas moi, magistrat, vous qui étiez ministre. Je connais un gars qui est resté ministre moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Il habite en Haïti en ce moment une maison qui vaut 3 millions de dollars américains. Les amis, il a été ministre pendant moins de 2 ans. Il habite une maison de plusieurs millions et personne ne s'en offusque. C'est monnaie courante, pas vrai? C'est normal. Si on a fait de la politique, c'est normal qu'on devienne riche. Et le pire, ces gens-là construisent leur château dans un quartier bidonvillisé. Et ils ne se gênent pas quand ils rentrent chez eux de devoir faire la charité, de devoir faire l'aumône à ces jeunes qui tendent, n'est-ce pas, leur chapeau, attendant quelque chose. Est-ce étonnant que Barbecue, Vitellum, Chrysler puissent recruter si facilement ces jeunes? Et après, vous demandez que l'étranger vienne vous secourir. Vous notez que c'est d'abord la bourgeoisie haïtienne, c'est d'abord l'élite haïtienne qui réclame l'intervention étrangère. Parce que c'est eux, ces gens-là, qui ont un bien à protéger, c'est eux qui ont des châteaux à protéger. Quand vous avez passé toute votre vie à construire votre richesse sur la pauvreté des gens, quand vous avez passé toute votre vie à construire votre bonheur sur le malheur des gens, et quand surtout, à la faveur de 2 ou 3 ans comme député, comme sénateur, comme ministre, vous êtes devenu tout à coup extrêmement riche,
Est-ce étonnant que vit tel homme que je n'excuse pas, Christ là que je n'excuse pas, mais que j'essaie de comprendre, comme dirait Spinoza. Est-ce étonnant que ces bandits-là, ces assassins-là, ils le sont, ces criminels-là, ils le sont. Est-ce étonnant qu'ils puissent recruter la jeunesse de votre quartier si facilement? Vous n'avez jamais pensé à l'avenir. Vous pensez que vous aurez toujours le temps de prendre un avion ambulance pour vous rendre en République dominicaine, pour vous rendre à Miami, mais c'est tellement honteux. C'est tellement honteux de voir l'élite haïtienne, l'élite des affaires, l'élite politique, qui n'a rien fait pour sécuriser la frontière haïtienne, qui n'a rien fait pour sécuriser le territoire haïtien. C'est tellement honteux de voir ces gens-là aller danser leur bal chez le voisin dominicain. Ils payent pour faire venir New Look, ils payent pour faire venir Classe, ils payent pour faire venir tel autre groupe, n'est-ce pas, des États-Unis ou du Canada. Ils le font en République dominicaine, ils marient leurs enfants en République dominicaine, ils célèbrent des anniversaires en République dominicaine, ils investissent dans des hôtels en République dominicaine, ils investissent, mon Dieu, dans des stations d'essence en République dominicaine. Mais ils n'ont même pas la décence de construire quelque chose chez eux. Charité bien ordonnée commence par soi-même, pas vrai? Et c'est là où Jean-Bertrand Aristide, malgré ses défauts, c'est là où Jean-Bertrand Aristide, en tant que fondateur du parti Famille Lavalas, malgré les erreurs terribles de ce régime, c'est là où il se distingue des autres. Il dit, moi, je vais investir mon argent. Ne me demandez pas d'où vient son argent. Vous savez quoi? Je m'en fous. Ne me demandez pas d'où reçoit-il, n'est-ce pas, ces subventions-là. Je m'en fous comme de l'an 40. Il crée une université digne de ce nom. Et depuis 5 ans, à chaque année, c'est plusieurs centaines de nos jeunes qui reçoivent une formation de pointe dans un secteur d'avenir. Vous connaissez un ancien ministre qui est de votre ville. Vous connaissez un ancien sénateur qui est de votre ville. Vous connaissez un ancien premier ministre qui est de votre ville. Vous connaissez sûrement un président. Posez-lui cette question. Faites-le avec élégance. Monsieur Lamotte, quand est-ce que vous allez offrir à la jeunesse haïtienne ne serait-ce que quelques stades? Vous avez pris l'argent. Michel Martelly, n'est-ce pas? Plutôt que de donner tout votre argent à vos enfants qui gaspillent cet argent ou à faire du mimétisme, à essayer d'imiter les gens riches aux États-Unis qui ont eu leur argent par le travail, vous l'avez eu par le vol. Quand est-ce que vous allez fonder une université en Haïti? Au moins, j'aurai l'intégrité intellectuelle de dire, oui, c'était un régime kleptomane, c'était un régime kleptocrate, mais tel baron du régime PHTK a fondé une université, a fondé une faculté, tel baron de régime a ouvert un hôpital. C'était tellement honteux. Le Canada aurait fait don à Haïti d'un hôpital quelque part dans l'Artibonite ou dans la ville de Gonaïves, ou en tout cas à quelques kilomètres de la ville de Gonaïves. On nous a donné l'infrastructure, le complexe, etc. Aujourd'hui, les gens doivent payer. Ils doivent payer quand ils vont se faire opérer, n'est-ce pas, pour, je ne sais pas moi, pour n'importe quelle bagatelle dont le médecin va avoir besoin pour l'opération. Mon Dieu. Nous avons un ministre de la Santé dans ce pays. Nous avons un Premier ministre dans ce pays. Nous avons un ministre de l'Éducation dans ce pays. Quelle est la capacité réelle d'accueil des écoles haïtiennes fondées par l'État haïtien? Et vous êtes surpris que ce pays-là soit encore appauvri.
Vous êtes surpris que ce pays-là se retrouve dans ce niveau, ma foi, infrahumain de sous-développement économique? Non. L'avenir d'un pays, l'avenir d'une collectivité passe par l'éducation. Et si nos chefs d'État étaient sérieux, si nos chefs d'État avaient un minimum de vision, s'ils avaient un minimum de patriotisme, on serait au moins au même niveau que Cuba en matière d'éducation. 9 fois sur 10, nos chefs d'État, pas tous heureusement. 9 fois sur 10, nos chefs de gouvernement, pas tous heureusement, sont parvenus au pouvoir dans le but de voler, et pire, après avoir volé l'argent qui appartient à tout le monde, ils l'investissent en terre étrangère. L'exemple de Jean-Bertrand Aristide devrait être suivi. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Je vous l'ai dit, tandis que j'honore l'œuvre de Jean-Bertrand Aristide, il y en a qui ont des boutons là, qui sont fâchés, qui sont en colère. Regardez, fils aimé est en train d'encenser Aristide. Faux. Faux. Je n'encense pas Aristide. Je n'ai jamais été le nègre de personne, je ne serai le nègre de personne. Je suis le promoteur d'une œuvre, j'honore son œuvre. Vous avez 2 choix, hein, vous savez. Soit de contribuer à ce qui est bon dans votre pays et d'honorer ceux et celles qui font quelque chose de bon, quelque chose de grand. C'est comme ça qu'on va de l'avant dans une collectivité. Ou alors d'honorer l'étranger sous prétexte que cela vous confère un supplément d'être. Voyez, Jean-Bertrand Aristide, en tant qu'ancien président, est probablement l'haïtien qui gère le mieux sa post-présidence. Je le redis. Jean-Bertrand Aristide, en tant qu'ancien président, est probablement l'haïtien qui gère le mieux sa post-présidence. On en a eu quelques présidents et qui sont encore vivants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font de leur post-présidence? Sinon que de jouir de l'argent qu'ils ont volé, sinon que de jouir de l'argent qu'ils ont détourné. Lui, encore une fois, ne me posez pas la question d'où vient son argent, je m'en fous. Il fonde une université. C'est à nous d'honorer son œuvre. Et vous savez quoi? Nos dirigeants sont à ce point petits, sont à ce point mesquins. L'éducation que nous avons reçue est à ce point antinomique, pas pi bon, que plutôt que de dire d'honorer l'œuvre de l'un des nôtres, nous préférons honorer des étrangers qui nous ont fait du mal. Vous avez vu cette cérémonie où le très mesquin, le très blancomane, le très blancolâtre Ariel Henry a honoré Madame Lalime, oui, honorer Madame Lalime. Vous demandez avec raison, mais l'honorer, pourquoi? Je ne sais pas, posez la question à Ariel Henry. Vous posez la question, mais l'honorer, pourquoi? Mais posez la question à toute cette élite sauvage, pour reprendre l'expression de Maître Sonnet Saint-Louis sur mon plateau de mercredi dernier, demandez à toute cette élite sauvage, blancolâtre et flatteuse qui a fait le déplacement, tandis qu'Ariel Henry remettait une plaque d'honneur à Madame Lalime. On m'a même dit que
Myrland Maniga, je n'ai pas vérifié l'information, Myrland Maniga aurait offert elle aussi une réception à Madame Lalim. Et je regardais la cérémonie, Madame Lalim était morte de rire. Elle se disait, mais quels imbéciles ces putains d'Haïtiens. Quels imbéciles ces élites haïtiennes. Et il fallait voir les gens tirer à quatre épingles, des ministres, de machin, mais qui ont fait le déplacement pour dire « m'te là tout ». Ariel Henry a honoré Madame Lalim pour son amour d'Haïti. Vous entendez ça? Madame Lalim qui a aidé les institutions haïtiennes. Bon Dieu! Et vous savez, Ariel Henry, et c'est pour ça que je le déteste vraiment, il est le type même de l'élite haïtienne. Les élites haïtiennes ont deux grands défauts. Elles ont passé trop de temps dans l'école coloniale et trop de temps dans l'église coloniale. Et Ariel, en ceci, c'est le type même de l'élite haïtienne. Qu'est-ce que nous a appris l'école coloniale? Et je travaille encore sur les effets dommageables de l'école coloniale que j'ai fréquentée moi aussi. Que fait l'école coloniale? L'école coloniale nous apprend à apprécier l'œuvre de l'étranger plutôt que de notre œuvre. Vous ne verrez jamais Ariel Henry remettre une plaque d'honneur à Jean-Bertrand Aristide pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir pendant sa post-présidence. Jamais. Jamais. Il va faire comme s'il ne sait pas. Il va détourner le regard. Ça, c'est l'effet de l'école, hein? Ce que fait le blanc est toujours meilleur. La musique du blanc est meilleure. La religion du blanc est meilleure. La nourriture du blanc est meilleure. Tout ça, c'est l'école. Le pays du blanc est meilleur. J'étais assis dernièrement à mon bureau ici à Montréal, au Canada, et par la fenêtre, je voyais cette neige, cette sempiternelle neige. Nous sommes à la fin du mois de mars. Et tout à coup, je me suis dit, tenez, je comprends pourquoi le blanc fait tout pour chasser Haïti d'Haïti, l'haïtien d'Haïti. Le blanc, il fait tout pour que l'haïtien ne reste pas. Haïti est devenu cet enfer. Il se sert des Ariel de ce monde. Il se sert de cette élite sauvage, pour reprendre la formule de Maître Sonnet Saint-Louis. Dans quel but? Dans le but de chasser l'haïtien d'Haïti. Pour faire d'Haïti, justement, cette zone touristique. Cette zone balnéaire. Où des Blancs viendraient, n'est-ce pas, passer 2-3 semaines ou couler leur retraite, etc. Je regardais cette neige et même après 34 ans, je dis, oh là là, elle me pèse cette neige. Mais entre-temps, en Haïti, on a la chaleur tous les jours, on a la plage, on a le soleil qui se lève tous les matins. Et pourtant, l'école ne nous a pas appris à apprécier cela. On va nous apprendre à l'école à apprécier ce qui se fait en France, ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait ailleurs. Et à force d'apprécier ce qui se fait ailleurs, nous en sommes venus incapables d'apprécier ce que fait le voisin. Ariel Henry ne va jamais honorer Jean-Bertrand Aristide pour cette belle œuvre universitaire, mais il a eu le culot d'honorer Madame Lalim, qui reçoit une plaque d'honneur. Imaginez, les amis. Madame Lalim aura passé 5 ans au pays en tant que représentant du BINU. J'ai fait l'inventaire, n'est-ce pas, du mandat de Madame Lalim avec vous il y a quelques semaines. Elle était là pour renforcer nos institutions, conseiller nos dirigeants en matière de bonne gouvernance, aider notre police, n'est-ce pas, à se professionnaliser. Elle a fait le contraire. Et pourtant, notre chef de gouvernement lui remet une plaque d'honneur. Putain de flatteur. Putain de blanco-lâtre, blanco-man. Et il fallait voir ces gens-là, ces hommes et ces femmes à cette cérémonie pour honorer Madame Lalim. Ça, c'est l'effet de l'école coloniale. Nous, peuple blanc, nous aimons blanc. Tout ça, blanc fait bon. Nous pas qu'à critiquer blanc. Et vous le notez,
plus les gens restent à l'école coloniale, plus ils ont peur du blanc. Je suis tellement en colère quand j'entends des intellectuels haïtiens tenter d'expliquer la crise haïtienne. Ils font tout pour blâmer les Haïtiens, mais pour disculper le blanc. Ça, c'est l'effet de l'école coloniale. Mais Ariel, et je dis, c'est le type même de l'élite haïtienne en ce qu'il a passé trop de temps à l'école coloniale, mais trop de temps à l'église coloniale. C'est un protestant. Ce n'est guère étonnant que nous aimions le blanc parce que Jésus est blanc, Dieu est blanc. Jésus porte une robe blanche. Le diable est noir, Satan est vêtu de noir. Notre spiritualité devient un ramassis de superstitions, vieilles bagailles. Et donc, plus de temps passons-nous dans cette religion coloniale, plus nous sommes portés à honorer ce que fait le blanc et à détester ce que notre prochain noir fait. J'écoutais dimanche, vous savez, c'est mon métier. En tant qu'analyste, je dois être au parfum de tout ce qui se fait au pays. Donc, je zappais comme ça et puis je tombais sur un service religieux à Port-au-Prince, enfin une église protestante. Dans l'Haïti d'aujourd'hui, le pasteur faisait chanter à son église, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Le fait même par les gens de se sentir obligés d'aller à l'église, c'est presque un crime en soi. Parce que les hommes de Vitellum, les hommes de Timacac et tous ces gangsters sont là, ils sont à l'affût. Ils cherchent qui kidnapper, qui rançonner pour décapitaliser une famille. Le fait même par ces gens-là de devoir se rendre à l'église, je le dis et redis, c'est presque un crime. Mais c'est encore un plus grand crime de faire chanter aux gens « Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. » Et je regardais ce pasteur, je dis « Mais quel putain de zombificateur. » Vous imaginez si chaque pasteur se trouvant à la tête d'une église réorientait désormais ses prédications vers l'engagement sociopolitique. Si chaque pasteur disait, n'est-ce pas, à son église, ce n'est pas normal qu'après 200 ans d'indépendance, que nous soyons jusqu'à 55 à 60% d'analphabètes. Ce n'est pas normal que ceux qui nous dirigent s'enrichissent, mais investissent ailleurs, n'investissent pas dans nos écoles, n'investissent pas dans nos universités. Je vous le dis, ça ne prendrait pas une semaine pour qu'il y ait une véritable révolution. Mais aussi longtemps que nos pasteurs chantent, oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître. Putain de merde. Quelle aliénation mentale. On se détourne de notre réalité la vraie, et on nous fait rêver à un Jésus. Jésus qui promet le ciel, qui promet le palais en or, qui promet enfin des conneries comme ça. La vérité, c'est que s'il y avait un ciel, le blanc continuerait de nous dominer là-bas parce que c'est son Dieu à lui. Et donc notre élite, par l'école coloniale et par l'église coloniale, est incapable d'honorer ce que fait son prochain. Et moi, cette émission, je veux corriger le tir. Si chacun d'entre nous, je suis du Cap, vous êtes de Port-au-Prince, vous êtes de Grande-Rivière, vous êtes du Limbé, vous êtes, je ne sais pas encore, suivez cet exemple d'Aristide. Mais il y aurait plus d'écoles de sciences infirmières dans notre pays. Vous imaginez si tous les agronomes d'un certain département se décidaient à créer une école d'agronomie dans leur région. Bon Dieu! Mais je vous entends, vous me dites, mais Monsieur Fils-Aimé, c'est bien beau ce que fait Jean-Bertrand Aristide. 230 jeunes qui reçoivent leur parchemin en médecine, en sciences de l'administration, en architecture et que sais-je encore, mais ils ne vont pas rester. Oui, ça m'attriste aussi. Je suis sûr que la plupart d'entre eux ont déjà leur visa Biden en poche. Mais ce ne sont pas eux les coupables.
Moi, je suis à l'étranger. Je ne peux pas leur reprocher de vouloir vivre là où il fait bon vivre. Les Romains disaient, la patrie, c'est là où on trouve le pain et la liberté. Je ne peux pas reprocher aux jeunes de chercher à quitter par tous les moyens. Mais c'est encore l'État qui est coupable. Que fait l'État pour retenir ces jeunes diplômés? J'aime à le redire en tant qu'historien, pendant la première partie du siècle dernier, la première partie du XXe siècle, l'Italie se trouvait dans une situation comparable à la nôtre. Jusqu'à 25%, écoutez bien, jusqu'à 25% de la population italienne laissait l'Italie par tous les moyens, juste avant la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Il y avait un taux de chômage endémique, les gens mouraient de faim, il y avait une instabilité politique, les gens fuyaient l'Italie par tous les moyens. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous retrouvez des Italiens partout, partout en Amérique, n'est-ce pas? En Argentine, au Brésil, partout en Europe. Précisément ce que les États-Unis, le Canada et la France, le Chili, le Brésil font de la main-d'œuvre haïtienne, c'est ce qu'on faisait de la main-d'œuvre italienne, n'est-ce pas, autrefois? Jusqu'à 25% des Italiens laissaient chaque année l'Italie vers n'importe où. Et pourtant, aujourd'hui, l'Italie, c'est un pays développé. C'est un pays du G7. La diaspora, n'est-ce pas, italienne contribue au développement de son pays. Nous pouvons aussi le faire. Mais à un moment donné, il a fallu que l'État italien, il a fallu que les dirigeants italiens, il a fallu que, n'est-ce pas, l'élite politique italienne disent, mais ce n'est pas normal que notre population serve de main-d'œuvre pour tout le monde, sauf pour son pays. Faisons ce qu'il faut faire pour retenir notre population. Mais pour cela, il faut avoir un État patriote. C'est sûrement pas avec des guignols comme Ariel Henry, comme Émilie Prophète et tous les connards de ce genre qu'on va avoir cela. Il nous faut un véritable État. Un État avec une vision. Un État qui va offrir à sa jeunesse de l'espoir pour rester. Ce n'est pas interdit de voyager. Mais lorsque votre État vous retient, vous voyagez, vous faites 3 ans, vous faites 2 ans, vous faites 6 mois à étudier et vous retournez dans votre pays parce que vous savez que vous serez plus utile dans votre pays qu'ailleurs. Mais ce n'est pas avec Ariel Henry qui passe une commande politique pour qu'on n'attaque pas les bandits que ces jeunes-là vont rester. Oui, c'est triste en même temps que ces jeunes-là, c'est ce que disent les statistiques. Dans les 3 à 5 ans de leur diplomation, ils vont laisser Haïti pour le Québec, pour les États-Unis, pour la France. Au fait, ces pays-là se frottent les mains. Ils se frottent les mains. Ils utilisent Haïti comme un club-école. Ils disent, écoutez, on va laisser Jean-Bertrand Aristide les former, mais c'est nous qui allons les attirer pour les garder. Je ne peux pas reprocher au Canada de faire cela. C'est à l'État haïtien de développer des politiques publiques pour retenir ses compétences, pour retenir sa jeunesse. Donc vous voyez à quel point nous n'avons pas encore de pays. Nous n'avons pas encore de pays. Suivons donc l'exemple de la post-présidence de Jean-Bertrand Aristide. Mettons la main à la roue, mettons à la patte, mettons l'épaule à la roue, comme on dit. Si chacun d'entre nous contribuait à doter notre zone, à doter notre région d'une école, d'une université, d'une faculté digne de ce nom, on recommencerait à espérer que dans les prochaines années, Haïti parvienne au niveau de Cuba. Oui, il faut la participation de la société civile. Aristide fait partie de la société civile désormais. Mais il faut un État qui met en place les infrastructures de rétention pour que nous cessions d'être le club-école des pays dits avancés, pour mettre un terme définitif à l'hémorragie de nos cerveaux. J'espère que l'émission de ce matin, du moins c'était ça mon rêve, vous invite à la réflexion. J'espère que l'émission de ce matin va vous donner le boost qu'il faut pour relancer vos initiatives
en tant que citoyen, vos initiatives citoyennes. J'espère que l'émission de ce matin va vous donner ce boost pour, si vous voulez, revitaliser nos diverses sociétés civiles de nos diverses régions. Si chacun dans sa région, dans son département, en fonction de ses compétences, contactait l'autre pour dire, écoutez, on pourrait doter notre région d'une école d'agronomie, on pourrait doter notre région d'un dispensaire, etc. Haïti serait moins dépendante des magouilles de Port-au-Prince et on cesserait de tendre notre chapeau au Canada qui promet d'investir 100 millions pour la formation de nos policiers. Ne l'oublions pas, qui finance commande. Si le Canada paye nos policiers vont rendre compte à Justin Trudeau et jamais à nos chefs d'État. Et si on avait un véritable État, ça aurait été une insulte que le Canada veuille payer nos policiers. Quelle honte. Après que François Hollande, en présence de Michaël Jean et de Dany Laferrière, nous avait promis de nous envoyer ses professeurs à la retraite, nous voilà aujourd'hui qui avons besoin que le Canada paye nos policiers. Aristide est en train d'accomplir l'œuvre la plus utile pour l'avenir du pays. Plus notre jeunesse sera éduquée, moins elle acceptera des Michel Martelly, moins elle acceptera des Ariel Henry, moins elle acceptera des Claude Joseph, des gens qui volent et qui n'investissent pas dans notre pays. Bonne semaine, bonne réflexion, gardons le moral, vive l'éducation. C'est l'avenir de notre pays. Et bravo à Jean-Bertrand Aristide pour cette œuvre de l'éducation. Vous avez peut-être des boutons, c'est votre problème. C'est l'effet de l'école coloniale et de l'église coloniale. Honorons ceux et celles qui font une bonne œuvre chez nous et imitons leur exemple. Allez, bonne semaine. Au revoir.